Des policiers ont menotté un tireur d'élite noir des Marines, puis un général 4 étoiles est entré dans la salle d'audience pour s'excuser. La salle d'audience murmura un malaise dès que le sergent Nathaniel Briggs fut introduit, enchaîné comme un vulgaire criminel. Le cliquetis du métal résonna sur les hauts murs lambrissés, attirant tous les regards sur l'homme dont la présence imposait le respect, même si le système tentait de le lui ôter. Ses larges épaules restaient carrées, sa posture inébranlable malgré les menottes qui lui mordaient cruellement les poignets. Vêtu de l'uniforme impeccable de cérémonie des marines qu'il avait porté aux funérailles d'Arlington et aux cérémonies d'honneur, le riche tissu bleu marine et les bordures dorées contrastaient vivement avec la combinaison orange qu'il avait été contraint de porter lors des audiences précédentes. L'uniforme n'était pas un geste de défi, c'était une déclaration d'identité, celle d'une vie de service, désormais démantelée sous les néons et les regards creux. À 32 ans, Nathaniel Briggs n'était pas un homme ordinaire. Tireur d'élite décoré des Marines, comptant 3 missions de combat, il portait non seulement des cicatrices sur son corps, mais aussi une immobilité hantée dans ses yeux, un registre silencieux de vies perdues, de frères disparus et de missions enfouies à l'encre noire. Son état de service était impeccable, ponctué de médailles et de distinctions, mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Pas dans cette salle d'audience. Pas alors que le récit avait déjà été écrit par des mains invisibles, bien avant que le premier coup de marteau ne tombe. La salle se divisa sans effort. À gauche de la galerie, ses frères d'armes étaient assis en rang, leurs uniformes un véritable clin d'œil à la discipline et à la loyauté. Silencieux, posés, ils ne bougeaient pas et ne murmuraient pas. Leurs regards se fixaient sur Briggs, non pas avec pitié, mais avec solidarité. Chacun savait ce que signifiait être qualifié de héros le lundi et de menace le vendredi. À droite, l'air vibrait d'impatience. Les journalistes serraient leurs bloc-notes et tapèrent sur leurs téléphones sous les bancs, murmurant les noms des médias qui avaleraient cette histoire. Les politiciens locaux se penchaient, costumes impeccables et sourires encore plus narquois, attendant d'assister à une nouvelle disgrâce. Ce n'était pas seulement un procès, c'était un spectacle, une mise en demeure orchestrée pour un homme autrefois salué par le système et aujourd'hui désavoué. Derrière le banc surélevé était assis le magistrat Delaney, un homme au regard froid et à la réputation d'être entré dans les salles d'audience avant lui. Ses décisions avaient longtemps suscité des protestations discrètes parmi les avocats commis d'office, notamment dans les affaires impliquant des accusés noirs et métis. On murmurait qu'il y avait eu des réunions à huis clos, des dons échangés sous couvert de comités civiques. Certains disaient qu'il devait son siège au sénateur Walton, une figure influente de la politique de Washington, connu pour son mépris de l'insubordination militaire et ses appels incessants au rétablissement de l'ordre public. Delaney ne regarda pas Briggs lorsque le sergent entra. Il se contenta de remuer une pile de papier, d'ajuster ses lunettes et d'attendre que la salle se calme. Mais la tension sous-jacente ne se dissipa jamais. L'équipe de l'accusation était assise avec une confiance tranquille qui sentait la préparation et le secret professionnel. À leur tête se trouvait le procureur adjoint Félix Drexler, un homme dont le succès au tribunal était dû à des années de dissimulation de preuves cruciales et de manipulation des délais jusqu'à ce que la vérité s'estompe. Drexler n'avait pas besoin de faits, il avait besoin de perception. Il avait le don de peindre des tableaux avec juste ce qu'il faut d'ombre pour obscurcir le doute. Ce procès, il le savait, n'était pas seulement une question de condamnation. C'était une question de contrôle. Le récit était simple. Un agent fédéral, faisant son travail, agressé par un tueur en uniforme. Pas de questions, pas de complications. Lorsque Drexler s'est levé pour prononcer sa plaidoirie d'ouverture, sa voix portait une gravité artificielle. Il a dépeint une scène poignante pour le jury. Briggs devant l'hôpital des anciens combattants, approché par un marshal fédéral pour un contrôle d'identité de routine. Briggs, apparemment agité, a refusé d'obtempérer et, sans provocation, a plaqué l'agent au sol.
lui fracturant le poignet et le laissant inconscient. Le récit était clair, dramatique, et reflétait cette simplicité à laquelle les jurés s'accrochaient souvent dans un océan de jargon juridique. Ce que Drexler n'a pas mentionné, et que la défense n'a pas été autorisée à examiner en profondeur, ce sont les images. La seule caméra qui aurait pu filmer l'incident était tombée en panne quelques minutes auparavant. Le personnel hospitalier a affirmé avoir assisté à une bagarre, mais aucun témoin n'a été officiellement cité à comparaître. Et l'officier, De l'autre côté, le défenseur public Isaac Morales était assis derrière un mince dossier, l'expression indéchiffrable. Plus jeune que la plupart des personnes présentes ne le pensaient, Morales avait l'intensité insatiable d'un homme habitué à se noyer dans des affaires impossibles. Il avait pris le dossier de Briggs en s'attendant à une simple accusation de coups et blessures, jusqu'à ce qu'il lise l'addendum classifié, si minutieusement censuré qu'il ressemblait plus à une menace qu'à un rapport. Ces demandes d'accès aux états de service de Nathaniel avaient été rejetées sous le prétexte de la sécurité nationale. Chaque appel revenait avec le même timbre froid. Demande refusée. Statut protégé. Mais Morales n'était pas convaincu qu'il s'agissait d'une bagarre. Plus maintenant. En regardant la salle d'audience, au-delà du procureur adjoint au sourire narquois et du juge désintéressé, il commença à entrevoir les contours d'un phénomène plus vaste destiné à dissimuler certaines vérités. Nathaniel ne s'était pas déchaîné. Morales avait passé des heures avec lui en cellule de détention, à éplucher les transcriptions, à sonder les incohérences. Ce qui revenait sans cesse, c'était un nom unique, enfoui dans des murmures, toujours accompagné d'un subtil changement dans le regard de Briggs, comme un souvenir luttant pour rester enfoui. Ce n'était pas ce que Nathaniel Briggs avait fait. C'était ce qu'il savait. Il y avait eu une mission, classifiée, expurgée, enfouie, une opération secrète lors de sa 3e affectation, quelque part entre la frontière afghane et un site noir dont Morales ne pouvait confirmer l'existence. Nathaniel avait fait partie d'une équipe. Puis, soudain, l'équipe avait disparu, officiellement réaffectée, officieusement effacée. Et puis, les courriels ont commencé. Briggs avait tenté de dénoncer l'incident des mois avant l'incident au VA. Il avait contacté les affaires internes, les comités de surveillance militaire, et même un ancien agent de liaison du Pentagone. Aucune réponse, que le silence, puis la surveillance. Il avait commencé à remarquer des ombres devant son appartement, d'étranges retards dans ses ordonnances d'OVA, des prestations sociales courantes soudainement retardées par des problèmes administratifs. Le jour de l'agression présumée, Nathaniel était arrivé au VA pour une évaluation de routine du syndrome de stress post-traumatique. Il était tendu, privé de sommeil, mais serein. Ce qui n'était pas habituel, c'était la présence du maréchal Donovan Kerr, un homme sans antécédent de sécurité au sein du département des anciens combattants. Morales avait fouillé dans les bases de données fédérales jusqu'à ce qu'il trouve une ancienne mission reliant Kerr à une force opérationnelle qui n'existait plus officiellement. Une force opérationnelle qui opérait à la même période que le 3e déploiement de Nathaniel. Morales avait tenté de présenter cela au tribunal. Drexler s'y était opposé. Delaney avait soutenu, à maintes reprises. Maintenant que le procès avait enfin commencé, Morales restait assis en silence, observant son client. Nathaniel n'avait pas beaucoup parlé depuis l'inculpation. Il ne répondait que le nécessaire, d'une voix basse, distante, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Mais son silence n'était pas une faiblesse. C'était une question de survie, le genre de silence qu'un homme apprend lorsqu'il est entouré d'ennemis qui se font passer pour des amis. Morales le reconnaissait, et cela le terrifiait. Alors que l'audience du matin s'éternisait, la salle d'audience restait emplie d'une tension que personne n'osait nommer. Les jurés griffonnèrent des notes sans contexte, influencées par le rythme assuré de Drexler et ses phrases soigneusement choisies. Des mots comme menace, hostile, combatif. Il décrivait Briggs comme un homme conditionné à réagir violemment, dont la formation militaire le rendait plus dangereux dans la vie civile.
Morales voulait protester, mais il savait que sa décision serait rejetée. De l'autre côté de l'allée, Briggs restait immobile. Il ne broncha pas. Il ne sia pas. Mais son esprit s'emballait derrière des yeux immobiles. Il se souvenait de l'expression de Kerr ce jour-là, non pas de la peur, mais de la reconnaissance. Comme si la vue de Briggs avait déclenché quelque chose, comme un plan mis en œuvre depuis longtemps. Le marshal n'avait pas demandé sa carte d'identité à la légère. Il avait utilisé le grade complet de Nathaniel. « Sergent Nathaniel Briggs, éloignez-vous du bâtiment. » Personne au VA ne l'appelait ainsi. Personne ne connaissait même son nom complet. Ce moment se rejouait dans la tête de Nathaniel chaque nuit depuis. La façon dont le marshal a saisi quelque chose, Nathaniel ne savait pas quoi. Ça aurait pu être un badge. Ça aurait pu être une arme. Mais ce qui comptait, c'était l'intention. Il ne s'agissait pas de faire respecter la loi, mais de contenir les choses. Le seul crime de Nathaniel était d'avoir, 2 semaines plus tôt, Morales était à son bureau, parcourant un arriéré de dossiers qui semblait s'alourdir de jour en jour. Devant sa fenêtre, la ville était un brouillard de pluie grise et de sirènes étouffées. Mais le silence intérieur fut brisé par le tintement soudain de sa ligne privée. Le numéro était introuvable, la voix à l'autre bout du fil rauque et chuchotante. Jonah Parks, un nom que Morales n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans, parla avec une urgence qui semblait radioactive. « Vérifiez le dossier Sierra », avait dit l'analyste des renseignements à la retraite, la voix tremblante comme si elle avait mal à parler. « Ils enterrent plus que des preuves. Briggs n'est pas jugé pour agression. Il est jugé pour ce qu'il a refusé de faire à l'étranger. » La ligne fut coupée avant que Morales puisse répondre, et pendant un instant, il resta assis là, le cœur battant contre le col serré de sa chemise. Il soupçonnait déjà que l'affaire n'était pas claire. Des témoins trop répétés, des documents arrivant avec des pages expurgées, mais l'appel de Jonah confirmait un courant sous-jacent plus sombre. Il ne dormit pas de la nuit, fouillant dans les archives militaires et les fuites classifiées dans la douce lueur de son bureau. Au matin, il avait retrouvé la référence enfouie. L'opération Sierra Echo, une mission effacée de toutes les chaînes, grand public, mais dont on entendait vaguement l'écho dans une poignée de correspondances interministérielles qui n'auraient pas dû survivre au protocole d'autorisation. Flashback. 2 semaines plus tôt. Briggs se tenait sous un soleil de plomb en Afrique de l'Est, la sueur perlant le long de sa nuque sous ses vêtements. La chaleur transportait une odeur de poussière et de diesel, et le bourdonnement des mouches ne cessait jamais. Il avait reçu ses ordres par transmission satellite cryptée. Éliminer un chef de milice locale accusé d'avoir orchestré le recrutement d'enfants soldats et la déstabilisation régionale. Simple. Chirurgical. Sans poser de questions. Mais tandis que Briggs observait la cible depuis un toit en ruine, une lente prise de conscience s'imposait. Le soi-disant chef de milice ne portait ni armes ni uniforme. Il était vêtu simplement, les mains couvertes de poussière, tandis qu'il aidait de jeunes enfants à réciter leurs leçons dans une salle de classe délabrée, soudée par la tôle ondulée et la résilience. L'homme riait doucement, tandis qu'un garçon peinait à résoudre un problème de mathématiques. Il n'y avait ni soldats, ni gardes armés, juste des manuels scolaires, des tableaux noirs et le bourdonnement discret de l'apprentissage au cœur d'une zone de guerre. Briggs baissa son fusil. Son souffle se bloqua dans sa poitrine, confus et brûlant. Les ordres étaient les ordres. Mais ce qu'il voyait à travers ce prisme n'était pas un ennemi. C'était un enseignant, un protecteur, entouré des vies mêmes qu'il était accusé d'exploiter. Il appuya sur le micro de son casque, contournant le protocole de terrain pour lancer un téléchargement sécurisé. Les images qu'il renvoya comprenaient tout. Visage, horodatage, métadonnées géographiques. Une contradiction totale avec les renseignements. Il termina sa transmission par une simple phrase. Demander une réévaluation immédiate. Il n'y eut pas de réévaluation. En 72 heures, sa mission fut annulée, sa solde gelée, son logement à la base dégradé. Il fut renvoyé aux États-Unis pour une évaluation disciplinaire.
Personne ne le dirait à voix haute, mais le message était sans équivoque. Il avait désobéi, et la désobéissance était une trahison aux yeux de ceux qui écrivaient l'histoire en marge. Des semaines plus tard, une nouvelle accusation apparut. Agression d'un agent fédéral lors d'un débriefing de routine. Il s'avéra que l'agent avait autrefois été coordinateur logistique de Sierra Echo. De retour au tribunal, Morales affronta une tempête qu'il n'avait pas anticipée. Chaque requête procédurale était un champ de mines. Les témoins qui avaient confirmé leur coopération se retrouvèrent soudainement hors du pays, injoignables. Les assignations à comparaître revinrent avec d'épaisses lignes noires masquant tout élément d'intérêt. Même les journaux numériques, que Morales avait personnellement vérifiés 2 nuits plus tôt, se révélèrent corrompus lorsqu'ils furent présentés comme preuve. Il fixa l'écran clignotant pendant l'audience, la gorge serrée. Chaque pièce du puzzle dont il avait besoin était effacée en temps réel. Et puis vint l'avertissement. Un message anonyme glissa sous la porte de son bureau, tard un soir, imprimé en caractères irréguliers sur du vieux papier recyclé. « Lâchez l'affaire, ou on vous laisse tomber. » Il le lut en silence, puis leva les yeux et trouva la fenêtre de son appartement légèrement entr'ouverte. Son estomac se noua. À son retour, la serrure avait été crochetée. Rien de volé. Mais le contenu de sa mallette était éparpillé sur la table de sa cuisine. Il redoubla d'efforts. Le lendemain matin, il déposa une requête d'urgence pour admettre les journaux de mission et les images de Briggs, invoquant l'intérêt public et une potentielle valeur disculpatoire. Le juge la rejeta avant le déjeuner, invoquant des irrégularités dans la chaîne de possession et des préoccupations de sécurité nationale. Delaney, le procureur principal, esquissa un sourire narquois de l'autre côté de l'allée, un sourire mince et froid comme du verre en hiver. Il se renversa dans son fauteuil, les doigts crispés comme un maître d'échecs sur son dernier coup, et se prépara à rendre un verdict fondé non sur la vérité, mais sur l'obéissance. À présent, la salle d'audience vibrait d'une agitation silencieuse et inévitable. Le jury paraissait las, certains jetant des regards nerveux vers le banc. La presse commençait à se désintéresser, sentant qu'il ne restait plus rien à découvrir. Même Briggs, d'habitude si calme, fixait la table de la défense avec une expression vide, la mâchoire serrée, les doigts serrés en poing sous le chêne poli. Puis les portes s'ouvrirent en claquant. Toutes les têtes se tournèrent à l'unisson, l'instinct prenant le pas sur la bienséance. La salle se leva, sans instruction, comme tirée par des ficelles invisibles. Même le juge marqua une pause au milieu d'une phrase. Un homme entra, le pas lent et posé, le rythme de quelqu'un habitué à être observé et obéi. Le général Malcolm Royce. 4 étoiles scintillaient sur ses épaules, rubans et médailles illuminant la lumière stérile du tribunal, à chaque pas mesuré. Il ne ralentit pas le pas, ne demanda pas la permission. Ses bottes résonnèrent sur le sol de marbre tandis qu'il traversait la galerie, passant devant des journalistes surpris et des huissiers figés, jusqu'à se tenir devant la table de la défense. Briggs leva les yeux. Le général Royce le salua. Ni le tribunal, ni le juge, ni l'accusation. Juste lui. Puis il parla, non pas avec la cadence d'un témoin, mais comme un homme rendant des comptes. Il dit qu'il était là parce que le pays devait à ce Marraine plus que le silence. Que la salle d'audience était devenue un lieu de sépulture pour la vérité. Que l'opération Sierra Echo n'avait jamais eu pour but la justice. Et que lorsque Briggs refusa d'exécuter un ordre illégal, il ne faillit pas à sa mission. Il défendit tout ce que l'uniforme représentait. Un souffle collectif sembla quitter la pièce. Le visage de Delaney se vida de ses couleurs, son dossier lui glissant des doigts sur le sol. Le juge se pencha en avant, les lèvres entr'ouvertes, le marteau figé en l'air. Le sténographe cessa de taper, accablé par la gravité ambiante. L'instant semblait suspendu dans le temps, fragile et immense. Morales resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Chaque document qu'ils avaient tenté de dissimuler, chaque menace qu'ils avaient proférée, chaque mensonge qu'ils avaient inventé, se dressèrent soudain contre le poids de la conscience d'un seul homme et la voix inébranlable d'un commandant refusant de jouer politiquement avec l'honneur.
Et à cet instant, le vent tourna, non pas par des feux d'artifice ou des effets de théâtre, mais par la force silencieuse et humble de la vérité enfin exprimée à voix haute. L'heure suivante a brisé le récit de l'accusation. Ce qui avait commencé comme une séquence de témoignages soigneusement orchestrés a basculé dans le chaos dès que le général Royce est monté à la barre. La tension dans la salle d'audience s'est intensifiée, presque palpable, lorsqu'il a levé la main droite, prêté serment et regardé le juge avec la sérénité d'un homme qui avait déjà accepté les conséquences de ce qu'il s'apprêtait à faire. L'accusation avait lutté avec acharnement pour le tenir à l'écart de la liste des témoins, invoquant des incohérences procédurales et une hiérarchie hiérarchique, mais Morallet avait insisté, fondant toute sa défense sur un seul pari désespéré. Que quelqu'un au sein du système croit encore à la vérité. Royce n'a pas bronché. Il s'est exprimé clairement, sans broncher, d'un ton mesuré qui rendait ses propos impossibles à ignorer. Briggs n'avait pas désobéi à un ordre légal, a-t-il expliqué, mais avait refusé un ordre moralement et juridiquement indéfendable qui avait contourné à la fois les contraintes de la Convention de Genève et la surveillance américaine. L'ordre d'exécution en question, lancé dans le cadre de l'opération Sierra Echo, visait un groupe d'individus dans le sud de l'Érythrée, dont aucun ne constituait une menace avérée. Les renseignements avaient été falsifiés. Les protocoles de confirmation avaient été ignorés. Les enregistrements satellites avaient été censurés. Lorsque Briggs a exigé des éclaircissements, on lui a dit de ne pas poser de questions. Lorsqu'il a hésité, il a été menacé. Et lorsqu'il a finalement refusé, invoquant de potentielles violations de crimes de guerre, il a été arrêté, isolé et, pire encore, effacé. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison militaire, expliqua Royce. C'était systémique. Tandis qu'il exposait le problème, la salle d'audience vibrait d'un malaise croissant. Certains spectateurs se tournèrent, jetant un coup d'œil vers le banc des accusés, où les dos raides et les mâchoires crispées trahissaient une panique grandissante. Du côté de la défense, la main de Morales restait crispée sur un bloc-notes, les jointures pâles sous la pression. C'était plus qu'il ne l'avait anticipé, bien plus. Royce ne s'arrêta pas là. Il révéla que Sierra Echo avait obtenu le feu vert grâce à une enveloppe budgétaire fantôme enfouie dans les crédits discrétionnaires du ministère de la Défense. Une ligne fantôme officieuse, soutenue par un groupe d'entrepreneurs privés de la défense et canalisée par de multiples sociétés écrans. La piste, laissa entendre Royce, menait non seulement aux hauts gradés, mais aussi aux commissions de surveillance civile, dont la sous-commission sénatoriale des crédits pour la défense. Il regarda alors le juge droit dans les yeux, la voix ferme malgré la tension qui s'insinuait sur son visage. Le sergent Briggs avait empêché un crime de guerre, et pour cela, ils ont tenté de l'effacer. Il n'y avait aucune vidéo à rediffuser, aucune diffusion à diffuser en boucle sur les médias. La salle d'audience, protégée contre toute intrusion numérique, n'offrait aucun lien direct avec le monde extérieur. Mais le silence n'empêche pas la vérité de se répandre. Des transcriptions ont fuité en quelques heures, non officielles, brouillées par des captures d'écran hâtives et des scans à peine lisibles, mais néanmoins accablantes. À l'aube, toutes les grandes chaînes de télévision décortiquaient le témoignage de Royce. Les hashtags étaient en vogue. Les éditoriaux se multipliaient. Les mots « ordre d'exécution moralement corrompu » et « opération illégale au budget secret » dominaient les gros titres. D'anciens agents du renseignement ont apporté des confirmations à peine voilées. Des sénateurs à la retraite ont plaidé l'ignorance. La Maison-Blanche a formulé un démenti laconique et soigneusement formulé. Mais le sénateur Walton a peut-être été le plus ébranlé. Son nom, longtemps enfoui sous des couches de déni plausible, a refait surface en lien avec de multiples crédits confidentiels. Des postes budgétaires qui semblaient désormais étrangement liés aux opérations connues de Sierra Echo. Bien sûr, il a tout nié, mais dans les 24 heures, des requêtes d'urgence ont été déposées pour que le témoignage de Royce soit expurgé du procès verbal officiel. La requête invoquait la sécurité nationale,
des documents classifiés et le risque de préjudice irréparable à la préparation de la défense. Le tribunal, sous la pression de plusieurs branches fédérales, a obtempéré. Une ordonnance de non-publication a été imposée, avec effet immédiat. Morales s'est vu interdire tout autre commentaire. Les registres militaires présentés comme pièces à conviction ont disparu des archives judiciaires. Toute mention de Sierra Echo a été effacée. Mais Royce n'avait pas terminé. Avant que le juge n'ait complètement quitté le banc, il s'est levé à nouveau, demandant la convocation d'un dernier témoin. Il y eut un vague de confusion, puis de résistance, puis une approbation réticente. Du fond de la salle d'audience est apparu un homme boitant fortement, au visage buriné, et dont les yeux portaient le poids de trop de secrets enfouis. Le colonel Devon Slade, retraité. Rares étaient ceux qui reconnaissèrent son nom, mais ceux qui le reconnaissaient se raidissaient sur leur siège. Slade avait été l'architecte d'une doctrine de guerre non conventionnelle, un fantôme des premiers jours de l'expansion post-11 septembre, un homme dont le silence avait toujours été considéré comme inviolable. Il confirma tout ce que Royce avait dit, puis alla plus loin. Le programme Sierra Echo, expliqua Slade, était issu d'une directive de neutralisation prédictive, autrefois conçue pour cibler les insurgés actifs, mais sa portée s'était étendue. Les cibles n'étaient plus des menaces, mais des risques préventifs, des universitaires, des journalistes, des militants à l'étranger. Certains étaient des civils signalés par l'IA d'analyse comportementale comme potentiellement hostiles. Les opérations n'avaient reçu aucune sanction de l'ONU, aucune approbation de l'exécutif. Il s'agissait de protocoles secrets fonctionnant sous l'illusion de la défense nationale. Et Briggs, il avait été le premier agent à dire non, le premier à s'en aller. Tandis que Slade témoignait, un silence s'installa dans la salle d'audience. Ce n'était pas de l'incrédulité, c'était la prise de conscience naissante que le pourrissement était plus profond que quiconque n'avait osé le supposer. Avant la levée de l'audience, Slade descendit, se dirigea vers Morales et lui tendit une clé USB, sans pompe, sans dramatisation. Juste un murmure, à peine audible. Dites-leur la vérité, même s'ils ne vous écoutent pas. Puis il sortit par les portes arrière, sans personne à ses côtés. Sa silhouette disparut dans le couloir. Il ne réapparut plus. Ce soir-là, alors que Morales rentrait chez lui sous le poids de révélations bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais plaidé, il remarqua 2 SUV noirs au ralenti de l'autre côté de la rue. Aucun mouvement à l'intérieur. Pas de lumière. Juste une présence. Un rappel silencieux que les limites avaient été franchies. À l'intérieur, il verrouilla la porte, glissa la clé USB dans un compartiment caché sous un faux panneau de sa bibliothèque et éteignit son téléphone. Il n'y eut aucun appel ce soir-là, aucun coup à la porte. Mais vers minuit, son ordinateur portable sonna avec un message intraçable provenant d'une adresse jetable. Le texte était glaçant par sa simplicité. Ils ne laisseront jamais cette affaire aboutir au verdict. Au matin, le procès avait été suspendu, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Le public a été informé que cette mesure visait à préserver l'intégrité de la justice pendant l'examen de nouveaux éléments de preuve. Mais à huis clos, c'était le chaos. Le tribunal militaire chargé de Royce a rapidement décidé de lui retirer son habilitation et de le placer en réévaluation institutionnelle. Son accès à un avocat était limité. Sa famille a été relocalisée dans une base temporaire au Nevada. Slade, quant à lui, a complètement disparu. Aucune trace de son départ de Washington, D.C. Aucune correspondance sur les manifestes de vol ni sur les caméras de surveillance. Officiellement, il n'avait jamais témoigné. Quant à Briggs, il n'a pas été libéré. Malgré la révélation d'accusations fabriquées de toutes pièces et de témoignages à décharge, il a été transféré d'une détention militaire standard vers un centre de détention fédéral du Colorado, placé en quarantaine temporaire pour des raisons de sécurité nationale. Morales a déposé une demande d'habeas corpus. Sa demande a été rejetée dans les 6 heures, sans aucune explication. Lorsqu'il a tenté de faire appel, ses pouvoirs judiciaires ont été temporairement suspendus pour examen administratif. Il a été, de fait,
réduit au silence. Dans les jours qui ont suivi, la tempête médiatique a déferlé, puis s'est estompée. L'actualité évoluait. Les têtes pensantes reportaient leur indignation sur de nouveaux scandales. Seuls quelques journalistes indépendants continuèrent de suivre les fils de discussion, mais nombre d'entre eux rapportèrent des cas de surveillance, des cambriolages et, dans un cas, une disparition mystérieuse. Morales observait depuis la marge une fureur impuissante grandissant sous la surface. Il avait la volonté, il détenait la vérité. Mais tous les canaux pour la révéler se fermaient, un par un. Pourtant, il persistait. Les nuits tardives laissaient place aux matins matinaux. Il parcourut les documents sur le disque dur de Slade. Ordre d'exécution classifié, algorithme de ciblage par IA, journaux non censurés des opérations que Briggs avait refusé d'effectuer. Il les recoupa avec le témoignage de Royce et commença à monter un dossier, non pas pour le tribunal, mais pour le monde entier. Il chiffra les fichiers, les découpa en morceaux et les diffusa sur plusieurs boîtes aux lettres mortes du dark web. Il contacta des plateformes de lanceurs d'alerte, à chaque fois depuis de nouvelles adresses jetables, modifiant les métadonnées pour brouiller les pistes. Mais l'étau se resserrait. Des voitures banalisées ont commencé à le suivre lors de ses courses de routine. Des amis ont reçu des appels anonymes les avertissant de prendre leur distance. Son système de sécurité a été déclenché 2 fois en une semaine, mais rien n'a été volé, juste déplacé, légèrement déplacé. Une tasse à café a basculé, une veste accrochée au mauvais crochet. Il s'est mis à dormir la lumière allumée, une arme sous l'oreiller. Et pourtant, Briggs restait enterré. Les déclarations officielles le qualifiaient de « risque potentiel pour la stabilité opérationnelle ». Aucune mention d'exonération. Aucune correction publique. Morales a assisté, impuissant, à la réaffirmation du récit. Murmures d'instabilité mentale, allégations de faux témoignages, questions sur la crédibilité de Royce. L'existence de Slade a été activement niée par les porte-paroles de la défense. Des documents archivés ont commencé à disparaître des bases de données publiques. Ce n'était pas justice, c'était effacement. Pourtant, la graine avait été semée. Quelque part, des fragments de vérité grandissaient, fragments numériques épars, rumeurs murmurées, fils cryptés, partagés sur des réseaux de confiance. Morales savait qu'il ne pourrait pas terminer ce qu'il avait commencé, pas seul, pas avec la tempête qui s'abat d'eux, parce que parfois, la vérité n'avait pas besoin d'un tribunal pour survivre. Parfois, il lui suffisait d'un témoin prêt à respirer. Une semaine plus tard, le procès reprit sous la pression fédérale, mais quelque chose avait changé sous la surface, subtil, mais sismique. Le palais de justice ne semblait plus un terrain neutre. Il vibrait d'énergie, d'attente, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à l'impact. L'air matinal était âcre, imprégné d'une odeur de café, d'échappement et d'autre chose. L'anticipation, peut-être. Ou le jugement. Dehors, le public s'était rassemblé en masse. Ce qui avait été une procédure judiciaire silencieuse s'était transformé en un spectacle d'intérêt national. Des vétérans en uniformes usés se tenaient côte à côte le long des marches du palais de justice, tenant des pancartes à l'effigie de Nathaniel Briggs. Les mots sous son visage étaient audacieux, noirs et inébranlables. La vérité est patriotique. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres se tenaient debout, dans un défi solennel. Ils n'étaient pas là pour le drame, ils étaient là pour la justice. Des équipes de tournage flanquaient la pelouse, leur matériel ancré comme des engins de siège. Les présentateurs du journal télévisé répétaient des extraits sonores, tandis que les producteurs aboyaient des ordres dans leurs casques. Des drones planaient silencieusement au-dessus, capturant des images panoramiques de la scène, diffusées dans les salons du pays entier. Ce qui avait été enfoui dans le silence était désormais exposé sous une lumière aveuglante. À l'intérieur, la salle d'audience était méconnaissable. Chaque siège de la galerie était occupé. Journalistes, militants, officiers à la retraite, étudiants, citoyens. Même les jurés semblaient plus alertes.
leur regard allant d'un visage à l'autre, absorbant la gravité de ce qui allait se dérouler. L'air était lourd, presque chargé d'électricité statique, comme si la vérité elle-même avait du poids et que tous les présents la sentaient peser sur eux. Le juge de l'année entra, ses gestes manquant de l'assurance habituelle. Sa robe noire, autrefois symbole de calme et de commandement, ressemblait maintenant à une armure sur un homme qui savait que des flèches allaient arriver. Son visage, autrefois fier de sa certitude, paraissait maintenant pâle et crispé, le léger tressaillement de ses doigts trahissant une nervosité qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Le peu de réconfort qu'il avait autrefois trouvé dans la procédure l'avait abandonné. L'accusation fit ses déclarations superficielles, sèches et cliniques. Mais personne n'écoutait. Tous les regards étaient braqués sur Morales. Le capitaine Elias Morales se tenait debout, la posture impeccable, l'expression calme mais indéchiffrable. Il ne portait aucune note, aucun effet théâtral, juste une clé USB, assez petite pour être glissée dans une poche, mais assez puissante pour défaire des années de mensonges. Il s'approcha du tribunal et la lui présenta. À l'intérieur se trouvaient les dossiers de Slade, images brutes, ordres de terrain cryptés, directives internes, preuves corroborant tout ce que Briggs avait témoigné, et plus encore. Des images de surveillance montrant des opérations qui n'étaient pas censées être vues, des voix sur les communications donnant des ordres défiant le protocole et la conscience, la vérité non censurée. Delaney ne regarda même pas l'écran. Sa décision fut rapide, nette et péremptoire. Inadmissible. Le mot résonna dans la salle comme un coup de marteau. « Sécurité nationale », ajouta Delaney, la voix tendue sous le poids de sa propre justification. Le sceau du tribunal derrière lui paraissait désormais plus petit, presque insignifiant. Son banc ressemblait moins à un trône qu'à une barrière, une ultime défense contre l'inévitable. Mais Morales ne s'assit pas. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il se tourna lentement vers la galerie bondée et commença à lire. Mot par mot, ligne par ligne, il lut à voix haute les ordres cryptés, les décodant en temps réel. Chaque phrase était un poignard, chaque phrase classifiait une torche contre les ténèbres. Sa voix était calme mais implacable, résonnant dans la salle silencieuse. Des noms furent cités, des chronologies dévoilées. Puis arrivèrent les images, diffusées sur un écran connecté. Frappe non autorisée, victime civile, image de Briggs tirant ses hommes d'une situation qu'il avait reçu l'ordre d'aggraver. Au début, le silence régnait dans la salle. Puis la scène éclata. Les journalistes se levèrent d'un bond. Les téléphones portables s'illuminèrent comme une pluie de lucioles, tandis que les journalistes commençaient à diffuser, enregistrer, documenter. Le juge frappa du marteau, réclamant le calme, mais il était déjà trop tard. La vérité avait franchi le seuil. La salle d'audience, autrefois théâtre de contrôle, était désormais le théâtre d'une exposition. Certains jurés se levèrent, d'autres chuchotèrent furieusement entre eux. Même l'acté. Puis vint le moment qui brisa toute illusion de normalité. Une ordonnance d'urgence arriva, d'abord chuchotée, puis confirmée par le personnel du tribunal. Une directive du ministère de la Justice, délivrée avec l'autorité d'un marteau-piqueur, abandonnait les charges sous peine d'enquête du Congrès. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Le juge se figea, les lèvres pincées, le visage blême. Pour la première fois, il ne semblait pas maîtriser la situation. Il paraissait effrayé. Au fond de la salle d'audience, une nouvelle silhouette était entrée, inaperçue dans le chaos. Grand, posé, avec un visage à la fois inconnu et résolu. Ni un marine, ni un soldat. Il portait un insigne du ministère de la Justice au revers de sa veste, son costume impeccable, son expression gravée dans la pierre. Alan Brice, le nouveau procureur fédéral chargé de l'éthique, n'était pas arrivé en simple spectateur, mais en annonciateur d'une justice différente. Il s'avança à travers la foule, indifférent aux caméras, imperturbable face à la tension.
Arrivé dans l'allée centrale, il éleva la voix. Pas trop fort, mais suffisamment sec pour trancher le vacarme. Ce procès est terminé. Il ne demanda rien. Il déclara. Ces mots tombèrent comme une encre. Le ministère de la Justice ouvre une enquête criminelle sur l'opération Sierra Echo. Le sergent Briggs doit être libéré immédiatement. Personne ne bougea d'abord. Sa déclaration était trop longue, trop rapide. Mais un huissier s'avança et détacha les chaînes des poignets de Briggs. Le cliquetis du métal heurtant le sol était d'une symbolique assourdissante. Briggs ne sourit pas. Il inspira simplement, profondément et lentement, comme s'il goûtait à la liberté pour la première fois depuis des années. La salle applaudit, mais ce sont les vétérans présents à l'extérieur qui rendirent ce moment inoubliable. Alors que Briggs franchissait les portes du tribunal, le soleil perça à l'horizon, projetant des reflets dorés sur les piliers de pierre. L'air était frais et pur. Des dizaines de vétérans se tenaient en formation et, comme un seul homme, saluèrent. Certains tenaient leurs casquettes sur leur cœur. D'autres hochaient simplement la tête, les yeux brillants. Le général Royce était là aussi, les bras croisés, regardant son ancien subordonné émerger non pas comme un accusé, mais comme un homme innocenté. Il ne dit rien au début. Il se contenta de regarder Briggs dans les yeux, avec un mélange de fierté et de culpabilité. « Tu as fait plus que survivre », lui dit-il finalement d'une voix basse et assurée. « Tu leur as rappelé ce que signifie vraiment l'honneur. » Ils restèrent là un long moment, le passé planant encore comme des ombres derrière eux. Puis Morales apparut aux côtés de Briggs. Il n'y eut ni cérémonie, ni faste, juste deux hommes debout dans la lumière, unis par la vérité. « Et maintenant ?» demanda Morales doucement, bien que la question fût lourde de sens. Briggs se retourna et regarda le palais de justice. Le bâtiment se dressait derrière eux, ses marches de marbre devenant déjà une note de bas de page pour quelque chose de plus grand. La lumière du matin baignait sa façade de pierre, adoucissant ses angles, révélant ses fissures. « Maintenant, » dit Briggs en se retournant, « nous veillons à ce qu'ils n'oublient jamais. » Et sur ces mots, ils avancèrent, non pas en fugitifs ni en soldats, mais en gardiens d'un feu ravivé. La foule s'écarta devant eux comme les vagues devant une proue, la route devant eux incertaine, mais à eux de la parcourir. La justice avait été retardée, mais elle n'avait pas été refusée.